Tu as dû voir des centaines de vidéos sur YouTube, TikTok, Instagram pour apprendre à faire des moves. Parfois ça a marché, parfois pas du tout. En réalité, les tutos de basket sont peu efficaces et c'est pour ça que beaucoup de joueurs stagnent. Et c'est peut-être ton cas. Dans cette vidéo, je vais parler d'un problème que presque personne n'aborde dans le basket et pourtant, c'est sans doute le plus gros mal qui empêche de progresser. Le problème en question, c'est qu'on a pris l'habitude d'enseigner le basket en montrant des drills, en montrant des moves à reproduire, mais en oubliant l'essentiel, faire comprendre le jeu. Tu peux bosser un move 2 heures par jour pendant 6 mois sans jamais progresser parce qu'il va te manquer l'essentiel, le lien avec le jeu. Avoir une belle écriture, ça ne sert pas à grand chose si tu n'es pas capable d'écrire des mots et de faire des phrases compréhensibles et claires. Et c'est un peu la même chose avec le basket. Savoir faire des moves et développer des skills, ça ne vaut rien si ça ne va pas dans le sens du jeu. Sans compréhension, aucun drill, aucun tuto ne te fera passer un cap. Quand je regarde mes anciennes vidéos, parfois j'ai un peu honte. Je montre des drills, je montre des tutos, mais ça manque de lien avec le jeu. Alors oui, globalement, j'avais pris le soin d'être le plus clair et le plus précis possible, en mettant parfois le move dans son contexte et en expliquant à quel moment faire tel ou tel move. Mais en les revisionnant, je me dis que j'aurais clairement dû reprendre des images d'un match et expliquer plus en détail pourquoi tel ou tel move est pertinent selon les différentes situations. Parce que souvent, ces moves peuvent être maîtrisés techniquement, mais mal utilisés sur le terrain. Je vais prendre un exemple simple. Un marteau ne va pas me servir à grand chose si je l'utilise pour serrer une vis. Et au basket, un step back qui est maîtrisé peut être un très mauvais move s'il est utilisé dans la mauvaise situation. Parce que le basket n'est pas un sport d'exécution de gestes techniques, c'est un sport de décision. Et les meilleurs joueurs sont experts de la prise de décision sous pression. On va faire un cas pratique ensemble avec le step back. Et pour ça, je vais reprendre mon ancienne vidéo sur ce move. Et je vais reprendre spécifiquement la version short qui est disponible sur mon compte Instagram @coachfredyang. Allez, c'est parti. Le step back, c'est quoi? C'est tout simplement, comme son nom l'indique, un pas en arrière. Mais ce pas, vous n'allez pas le faire n'importe comment, je vais vous expliquer comment le faire. Concrètement, le step back, ça sert à se créer de l'espace quand il n'y en a pas. Donc en faisant ce mouvement vers l'arrière, on crée une séparation entre le défenseur et soi-même pour avoir un shoot libre. Un shoot ouvert, tout simplement. La première étape. Ce qui est bien là dans cette introduction, c'est que je donne quand même des explications tactiques. Donc j'explique bien le pourquoi. Allez, on reprend. La première étape pour faire un step back, ça va être de fixer son adversaire. Donc pour le fixer, je vais tout simplement faire un dribble fort vers l'avant. Pourquoi je vais faire ce premier dribble fort vers l'avant? Justement pour forcer le défenseur à reculer. Et quand un défenseur recule, c'est là où il est vulnérable. Et ce que je vais faire ensuite, c'est le pas de recul. Mais ce pas de recul, je ne vais pas le faire n'importe comment. Je ne vais pas le faire de façon rectiligne. Parce que là, si je fais un pas comme ça, un pas de recul comme ça, il n'y a pas assez de distance entre lui et moi. Donc ce que je veux faire, c'est un pas en diagonale, à 45 degrés, pour avoir encore plus de distance entre lui et moi. La troisième étape, ça va être de s'équilibrer. Parce que quand on va reculer, c'est possible qu'on perde de l'équilibre. Et on veut que ce soit un shoot facile, qui nous crée de l'espace, pas un shoot qui nous mette en difficulté. Et la quatrième étape, ça va être de shooter, tout simplement. Donc je fixe, le pas de recul, équilibre, et je relâche. Donc ensuite, j'explique le côté biomécanique, à savoir l'importance de l'équilibre ou la gestion de déséquilibre quand on fait ce move, parce que on va s'arrêter après un premier geste vers l'avant, une première action vers l'avant où tout le poids de corps est vers l'avant, où là il va falloir se freiner et ensuite partir en arrière. Donc là, il y a un transfert de poids de corps de l'avant à l'arrière avec un freinage qui est fort, qui aussi pas évident pour des joueurs qui ne sont pas encore bien développés athlétiquement. Donc je fais prendre conscience que c'est un geste qui est très difficile et qui nécessite une certaine coordination, une certaine maîtrise de son corps. Mais pour moi, il manque quand même l'essentiel. Dans quel cas je dois vraiment tenter un step back et où je dois le faire? Si je devais refaire cette vidéo aujourd'hui, voici ce que j'ajouterais. En numéro 1, j'indiquerai que le step back est un tir à faible pourcentage de réussite. Alors le step back peut être un geste spectaculaire qui peut être maîtrisé, mais ça reste un geste qui est très difficile à réaliser parce qu'il est réalisé dans un petit espace avec un défenseur en face de soi. C'est donc un tir à privilégier dans des situations de 1 contre 1 si 1. Le défenseur en face de moi est capable de me tenir sur drive. 2. Si d'autres défenseurs attendent dans la raquette. 3. Si on n'a plus trop de jus pour aller driver jusqu'au cercle. Et enfin 4,
si on a vraiment les compétences physiques et techniques pour réussir ce geste sous pression. Et je rajouterai même la distance et la préparation du step back. Y a-t-il vraiment un intérêt à prendre un step back lointain s'il ne vaut que 2 points? Ma réponse est non, parce que le pourcentage de réussite moyen d'un step back versus la rentabilité du tir qui ne vaut que 2 points ne vaut pas le coup. Le step back est un tir qu'on appelle un tir en pull-up, en sortie de dribble. Il faut savoir que la moyenne en NBA sur les tirs en pull-up lointains, c'est-à-dire au-delà de la ligne des lancers francs, n'est que de 38,5% de réussite. On parle de la NBA, la meilleure ligue au monde. En comparaison, le pourcentage moyen d'un lay-up contesté est de plus de 50%. Donc si on ne maîtrise pas le step back, il vaut mieux aller au cercle et tenter un lay-up même contesté plutôt qu'un step back lointain. Prendre un step back à mi-distance au niveau de la ligne des lancers francs peut être pertinent si on a une grande réussite dans ce genre de tir. Je vais prendre SGA par exemple, Shai Gilgeous-Alexander, qui tourne à plus de 50% sur ce genre de tir. C'est donc un tir qui est rentable pour lui. Et pour un joueur qui tournerait à moins de 40% sur des step backs pris au niveau des lancers francs, un lay-up même contesté aurait plus de sens pour lui. Alors évidemment, le basket reste un sport, reste un jeu, ce ne sont pas des maths, mais les stats existent aussi pour améliorer son efficacité. Dans une phase de développement, il y a donc un intérêt à essayer de travailler ce tir à l'entraînement et à en prendre en match, mais seulement si la situation s'y prête. C'est-à-dire une situation de fin de possession avec moins de 5 secondes à jouer, si ton équipe n'a pas d'avantage et si tu n'es pas parvenu à éliminer complètement le défenseur, mais que tu as quand même réussi à le faire reculer. Là, le step back peut être intéressant. Mais dans un contexte de compétition où la victoire est importante, mieux vaut rester sur des choses que tu maîtrises et d'aller par exemple driver, quitte à attirer d'autres défenseurs pour pouvoir lâcher la balle et permettre à un coéquipier de prendre un tir ouvert. Et après, tu peux aussi tenter de pousser l'action jusqu'au drive avec, dans le meilleur des cas, une faute ou un panier qui est marqué. Et si tu ne maîtrises pas encore ta force sur les tirs à 3 points à l'arrêt ou même sur des tirs à 3 points en sortie de dribble classique, je te déconseille de passer trop de temps sur les step back à 3 points. Tu peux t'exercer sur du step back à mi-distance pour te familiariser avec ce geste et les exigences, comme je disais, techniques et aussi physiques, c'est-à-dire pouvoir s'arrêter, pouvoir reculer, pouvoir s'équilibrer. Ça, c'est possible de le faire, mais sur des tirs à mi-distance au départ, si tu ne maîtrises pas encore ta force sur les tirs à 3 points. Si tu as bien suivi jusqu'ici, tu as déjà compris que ce qui fait la différence entre un joueur moyen et un bon joueur, c'est le QI basket, ou dans un autre terme plus simple, comprendre le jeu. Un joueur qui comprend le jeu, c'est reconnaître les différentes situations d'un match. Ce joueur va pouvoir rapidement répondre aux questions suivantes. Est-ce que j'ai une opportunité de 1 contre 1 ? Est-ce que l'un de mes partenaires a une opportunité de jouer à 1 contre 1 ? Et est-ce que je peux l'aider en lui donnant plus d'espace ? Est-ce que mon équipe est en situation de supériorité numérique ? Au contraire, est-ce que mon équipe est en situation d'infériorité numérique ou dans une situation neutre où il n'y a pas d'avantage ? Où est l'espace libre sur le terrain ? Est-ce que je peux exploiter moi-même cet espace libre ou est-ce que je dois passer par un coéquipier ? Et sur une situation de 1 contre 1, le très bon joueur va pouvoir répondre rapidement aux questions suivantes. Mon adversaire direct a-t-il un point faible ? Est-il plus lent ? Est-il plus rapide que moi ? Se déplace-t-il vite quand il va à droite ? Se déplace-t-il vite quand il va à gauche ? Se jette-t-il quand il défend ? Ou au contraire, est-il plutôt prudent quand il défend ? Un très bon joueur va être capable de répondre à ces multiples questions en une fraction de seconde et faire les bons choix sur le terrain. Il faut savoir que ce processus de réflexion est très lent, voire quasiment inexistant chez les joueurs débutants ou chez les joueurs que l'on qualifierait de moins bons joueurs. Donc à partir de maintenant, dans toutes les vidéos qu'on publiera sur Upsilon, on fera en sorte d'expliquer le choix tactique derrière chaque move. Tu vas forcément développer ton QI basket en regardant nos vidéos. Donc maintenant, tu sais que si tu veux vraiment progresser au basket, il faut que tu arrêtes de consommer des vidéos à l'appel sans comprendre le pourquoi derrière chaque move ou chaque décision. Ça ne sert à rien de maîtriser tous les moves du basket si tu ne comprends pas l'essence même du jeu. Et justement sur cette chaîne, on va t'apprendre à lire le basket comme un bon joueur ou comme un entraîneur. Alors abonne-toi dès maintenant à cette chaîne et suis-nous sur tous nos réseaux sociaux si tu veux grandir dans ton jeu et développer ton QI basket. C'est tout pour moi, à très vite pour une nouvelle vidéo qui va booster ton QI basket.